Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce débat à l'occasion des élections départementales qui auront lieu les 20 et 27 juin prochains. Un débat enregistré dans les conditions du direct et dans le strict respect des règles sanitaires. Ce soir, nous nous concentrons sur le Nord et ses 41 cantons. Qui aura la majorité dans cette assemblée départementale? Quelle politique pour le département demain? Nous en parlons avec nos invités. Charles Beauchamp, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat PCF dans le canton d'Aniche où 3 binômes sont candidats. Julien Tchapski, bonsoir. Vous êtes candidat LFI dans le canton de Marly où 2 autres binômes se présentent. Joshua Auchard, bonsoir. Vous êtes candidat RN dans le canton de Denain où 3 binômes s'affrontent. Didier Magnier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat PS dans le canton de Villeneuve-d'Ascq où 5 autres binômes prétendent au mandat. Christian Poiret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat d'hiver droite dans le canton de Douai où 3 autres binômes sont candidats. Cathy Wilstecker, bonsoir. Vous êtes candidate EELV dans le canton de Tourcoing-2 où 3 binômes sont en lice. Merci à toutes et tous d'être avec nous. Pour lancer le débat, nous vous avons demandé de choisir une photo qui représentait le département et sa politique. Et on commence par vous, Charles Beauchamp, qui avez été désigné par le tirage au sort. Racontez-nous pourquoi avoir choisi cette photo. Alors la photo représente une prise de parole invitée à une assemblée générale des personnels du centre hospitalier de Douai qui dénonçaient leurs conditions de travail. C'était avant la pandémie. Et ça s'est révélé exact puisque nous connaissons les difficultés qu'ont rencontrées les personnels des hôpitaux publics pendant cette pandémie. C'est un message clair pour dire que le département doit s'impliquer aujourd'hui davantage qu'il ne le fait dans les politiques de santé pour que les nordistes puissent avoir accès aux soins. Joshua Auchard, vous avez choisi une caserne de pompiers. Pourquoi ? Oui, effectivement, j'ai choisi la caserne des sapeurs-pompiers de Douchy-les-Mines. Douchy-les-Mines, pourquoi? Parce que c'est sur mon canton où je me présente avec ma binôme Régine Andris, adjointe au maire d'Abscon. Et puisque cette caserne, je la connais personnellement, c'est la caserne dans laquelle j'ai fait mes premières formations lorsqu'en 2004, j'ai intégré le SDIS 59 comme sapeur-pompier volontaire. Ces hommes et ces femmes qui font un travail formidable dans des conditions souvent difficiles, en sortie de crise sanitaire, et également liées à l'insécurité grandissante où ils se font de plus en plus caillasser. Nous, en ce qui nous concerne, on ne peut pas entendre que leurs revendications ne soient pas entendues. Les sapeurs-pompiers sont des hommes et des femmes qui nous protègent. Un département qui vous protège doit être à leur côté. Ce sera au cœur de mon mandat. Christian Poiret, expliquez-nous le choix de votre photo. La photo va certainement vous étonner un peu. C'est une maison départementale. C'est une maison départementale de l'insertion et de l'emploi. Parce qu'agir pour l'emploi, c'est la priorité du département. Ça a été la priorité de ce mandat. Ça sera la priorité du mandat à venir pour redonner la dignité aux personnes qui sont au RSA, au niveau du travail, mais également au niveau de l'insertion. On sait bien que dans le département, nous avons des chefs d'entreprise qui cherchent du personnel et nous avons des personnes à côté qui cherchent de l'emploi. Donc à nous d'arriver à s'y retrouver et travailler ensemble. Julien Tchapski, expliquez-nous le choix de votre photo. J'ai choisi la jeunesse. Donc la jeunesse sur le chemin de l'avenir, son chemin professionnel, son chemin de citoyenneté, son chemin environnemental, souvent mal considéré. La jeunesse, dès qu'elle est mobilisée sur des projets en commun ou sur des projets d'avenir, on peut être souvent surpris, même fier de leur réussite. Donc je crois que prendre la jeunesse en considération, c'est très important pour avoir un bel avenir pour notre pays. Didier Magnier, vous avez choisi un collège. Oui, j'ai choisi le collège Nina Simone à Oisem, Lille, parce que comme on le sait, les départements ont en responsabilité les collèges. Ce n'est pas n'importe quel collège, puisque c'est le premier collège haute qualité environnementale de l'académie qui a été bâti en 2008. Donc c'est quelque chose de tout à fait novateur à l'époque. Aujourd'hui, il y a 27 collèges nordistes HQE. Également un nom qui est symbolique, Nina Simone. On connaît cette merveilleuse chanteuse noire américaine. Et on sait également qu'elle a combattu contre le racisme et la ségrégation. Et c'est, je pense, des sujets d'actualité. Également, un collège qui est en REP, en réseau éducation prioritaire, donc dans un quartier qui n'est pas des plus faciles, et également un collège qui compte 25 nationalités. Donc pour moi, il revêtait un certain nombre de symboles. Cathy Wilstecker, votre choix, expliquez-nous. Alors moi, je vous ai emprunté une image à France 3, une image de l'excellente émission Légendéo présentée par Camille sur votre chaîne.
Elle représente le Mont des Cats. Le Mont des Cats, c'est un choix un peu affectif puisque c'est la terre de mes ancêtres, comme mon nom peut vous l'avoir fait deviner. Mais je l'ai surtout choisi parce que le Mont des Cats fait partie des espaces naturels sensibles du département. Les espaces naturels sensibles du Nord, qui ne représentent aujourd'hui que 0,57% du territoire départemental, alors qu'ils sont de merveilleux remparts contre le dérèglement climatique et pour protéger la biodiversité. Évidemment, c'est insuffisant surtout quand on a une politique qui est menée aujourd'hui, qui est une politique de liquidation des politiques environnementales. Moi, je voulais commencer du coup par là. Je sais qu'on va parler d'écologie à un moment dans ce débat, mais je voulais dire à quel point j'ai hâte de pouvoir débattre et démontrer que les écologistes portent des solutions concrètes pour le climat et pour les solidarités. Alors, le département est présent dans notre vie quotidienne. On vient de s'en rendre compte avec ce que vous nous avez dit. Pourtant, peu d'électeurs savent à quoi il sert. Alors, avant de se lancer dans le débat, on fait le point sur les compétences de cette collectivité. C'est la grande question. À quoi sert le département ? Eh bien, c'est lui qui s'occupe de la protection des plus fragiles, des bébés aux personnes âgées, mais aussi des personnes handicapées, démunies, en distribuant des allocations comme le RSA. Il gère aussi les collèges, les pompiers et les routes départementales. Dans le Nord, 4436 km de bitume. On le sait moins, mais le département a aussi des compétences dans le domaine culturel, en assumant notamment certains musées, comme le musée de Flandre ou le musée Matisse. Lui incombe aussi la gestion de certains parcs, comme le Val-Joli ou le parc Marguerite-Yourcenar au Mont-Noir, ainsi que des zones protégées, comme certaines forêts. Enfin, c'est un acteur du rééquilibrage entre villes et communes rurales. Et le département du Nord, c'est un budget de 3,3 milliards d'euros, dont une grosse part consacrée aux solidarités, parmi lesquelles la prise en charge de l'aide sociale à l'enfance. Récemment, les assistants familiaux du département, ceux qui font office de famille d'accueil pour les enfants placés, étaient en grève. Ils réclament notamment une revalorisation salariale. Si vous êtes réélu, Christian Poiret, qu'est-ce que vous ferez de plus pour eux ? Je trouve que la question est très directe. Je veux dire, vous parlez tout de suite augmentation de salaire. C'était leur réclamation. C'était leur réclamation, on est bien d'accord. Aujourd'hui, il faut faire un état des lieux à ce niveau-là. Aujourd'hui, il faut surtout regarder dans quelle situation financière se trouve ce département du Nord. Ce qui n'est pas neutre du tout, parce que ce département du Nord était très malade quand nous sommes arrivés. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, l'union de la gauche, c'est faite. Alors, je me demande autour de la table, l'union de la gauche est très large. La droite, c'est moi en totalité. Donc, je trouve que c'est plutôt la désunion de la gauche, aujourd'hui, que l'union de la gauche. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, c'est un point que je souhaite, moi, que les assistantes maternelles aient un maximum de reconnaissance. Nous l'avons fait dans les moments difficiles de la Covid. Mais également, je veux dire, développer cela par rapport au placement en maison. Je pense que c'est important. Nous avons besoin de ces personnes. Nous avons aussi besoin de rajeunir parce que nous avons beaucoup d'assistantes maternelles qui sont âgées, qui partent à la retraite. Donc, c'est des emplois possibles et nous devons y travailler. Je pense qu'avant de parler salaire, nous devons surtout leur apporter des bonnes conditions de travail. Didier Magnier, vous, demain, à la tête du département, qu'est-ce que vous faites pour ces assistants familiaux ? Écoutez, tout d'abord, il y a un réel besoin. On voit bien que la pandémie a été révélatrice d'une volonté des personnes âgées de vouloir rester chez soi le plus longtemps possible. On sait que c'est un secteur qui a besoin d'être aidé, d'être valorisé, puisqu'on voit aujourd'hui, c'est un secteur qui est dérégulé. C'est-à-dire que malheureusement, ce sont peut-être les associations qui jouent plus le jeu de la formation de leurs collaborateurs ou bien des émoluments qui sont pénalisés. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il faut à la fois aider les formations, les valoriser et également, financièrement parlant, essayer d'augmenter leurs émoluments parce qu'on voit bien que la plupart, plus ils travaillent, plus ils sont en déficit, ce qui n'est pas possible. Et donc, il faut qu'on s'attelle à ce métier sur le plan qualitatif et sur le plan quantitatif.
Joshua Auchard, sur l'aide sociale à l'enfance, qu'est-ce que vous proposez ? Mais sur l'aide sociale à l'enfance, M. Poinret vient de prendre la parole, il confond un peu les assistantes maternelles et les assistantes familiales qu'il a d'ailleurs citées. Les unes sont employées par le département, pas les autres. Les deux, pour autant, ont vécu dernièrement, et notamment à la sortie de crise du Covid, et pendant cette crise du Covid, des situations difficiles. Ce que nous proposons dans un premier temps, effectivement, c'est de réellement prendre un dialogue avec les assistantes familiales. M. Poinret est directement parti sur la question financière. Je pense qu'au niveau des finances, et notamment ce qui concerne l'aide sociale à l'enfance, il y a des leviers qui n'ont pas été actionnés pendant les 6 années qui précèdent. C'est le cas notamment, et toujours dans l'aide sociale à l'enfance, des migrants mineurs non accompagnés. De l'aveu même du président Le Serre, en 2017, le département du Nord a accueilli 1000 migrants mineurs non accompagnés, dont la plupart d'ailleurs ne sont pas mineurs, avec un coût de 40 à 50 000 euros par mois. Vous confirmez ces chiffres ? Non, attendez. Je pense que les MNA, les mineurs non accompagnés, aujourd'hui, le coût d'un mineur non accompagné, c'est votre discours régulier. C'est pas mon plus de discours, 40 c'est 000 l'Assemblée euros. des départements de France. C'est 23 500 euros maximum. Ok, on est à 94%. C'est l'Assemblée des départements de France dans ce dernier rapport qui dit que c'est entre 40 et 50 000 euros. Vous permettez que j'aille jusqu'au bout, Bien ça sûr. ne vous dérange pas ? Bien sûr. Il y a 6% qui sont supérieurs à 40 000 euros en coût parce qu'ils ont des besoins. Nous avons baissé en nombre de mineurs non accompagnés parce que nous avons demandé à l'État de revoir son positionnement parce que c'était le nombre de... Plus il y avait de jeunes dans un département, plus il y avait de MNA. Donc on a revu le cadrage et on a moins de MNA. Alors je peux vous donner quelques chiffres quand même intéressants. En 2016, il y en avait 359. En 2018, 777. En 2019, 756 qui sont rentrés. Et en 2020, 361 compte tenu de la pandémie. Donc arrêtons de dire que ça coûte 70 000 euros, 23 500. Charles Beauchamp, votre Ce priorité sont vos déclarations, monsieur. sur Non, l'aide absolument sociale pas. à l'enfance ? Alors, d'une part, pour revenir sur les assistantes familiales, nous avions, quand je dis nous, c'est l'opposition, demandé une mission d'information et d'évaluation sur ces questions, parce que la problématique de ces personnels, c'est que les difficultés sont énormes pour elles, des difficultés avec l'administration du département, des difficultés financières, parce qu'au-delà du salaire, il y a aussi les remboursements des frais de déplacement. Ça a été mis en exergue par tous ces agents, par tous ces assistants familiaux. Il y a urgence à étudier leurs demandes et à y donner satisfaction. En plus de cela, nous sommes confrontés au recrutement de ces personnels parce que c'est une lourde responsabilité pour s'engager dans ce métier. Donc nous devons les encadrer, nous devons les protéger et nous devons les aider. Alors on vient de parler des enfants en danger, mais il y a aussi les femmes. Le Nord est le département le plus touché par les violences conjugales. Une femme est décédée à Douai il y a encore quelques jours. Que met en place le département pour les aider ? Que peut-il mettre en place ? Le département, aujourd'hui, il met quasiment rien pour les aider. Vous savez que ces questions de violence intrafamiliale touchent les femmes, les enfants. Donc c'est très bien que nous abordions ces deux sujets en bloc parce qu'en réalité, c'est tout à fait lié. On parle de violence patriarcale, principalement. Aujourd'hui, on est dans un département où on le voit, les féminicides se multiplient, les cas de violence conjugale se multiplient, les enfants sont témoins, traumatisés, et pourtant, nous n'avons aucun budget alloué à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et quand on cherche des informations sur ce que fait le département, honnêtement, à part un petit peu de communication par-ci par-là, il ne se passe rien. Il faut absolument mettre en place une vice-présidence à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça, c'est s'adresser à la moitié des nordistes qui sont des femmes. C'est essentiel. Et puis, un budget sensible au genre, ça permettra de vérifier qu'on mène effectivement des politiques sur les femmes. Je termine quand même un petit mot. Je suis la seule femme sur ce plateau. Je pense que ça en dit long. C'est comme d'habitude les écologistes qui envoient une femme. Je pense que ce n'est pas anodin. Nous, on est vraiment féministes, on s'intéresse vraiment à ces questions. Julien Tchapski, sur la question des violences faites aux femmes, justement, est-ce que vous avez des propositions ? Plus de structures, notamment, pour les femmes Plus de structures, plus d'éducation peut-être aussi à la base pour amener nos jeunes et puis à devenir de vrais adultes et connaître les conséquences de leurs actes. Je voudrais revenir aussi sur un aspect qu'on ne parle pas beaucoup pour corriger tout ça, c'est sur la parentalité. Je pense qu'aujourd'hui, des dispositifs sur la parentalité ou même des maisons départementales sur la parentalité pourraient être bénéfiques pour accompagner toutes ces familles en difficulté. Vous confirmez, Christian Poiret, qu'est-ce que vous répondez sur les structures, sur ce qui est fait justement pour ces femmes battues ? Aujourd'hui, on a du travail à faire sur ça, mais je vous signale quand même que c'est à l'État de prendre ses responsabilités. C'est les intercommunalités qui travaillent également dans le cadre de la politique de la ville.
Moi, à titre personnel, en tant que président d'Aglo, nous avons financé des téléphones d'urgence pour les femmes, pour avoir des appels, avec monsieur le procureur. Donc chacun fait son travail sur les territoires. Le département, aujourd'hui, ne s'est pas encore pris en main véritablement cette politique. Attendez, moi, je reconnais les choses. C'est clair, il y a encore des choses à faire. Autrement, on ne serait pas là. On a des choses à faire dans le mandat. Donc moi, je suis d'accord avec vous. Je veux dire qu'on y travaille sur le mandat. Je suis preneur. Moi, La je vague voudrais MeToo a m'engager. quelques années désormais. Pardon ? La vague MeToo a quelques années désormais. Vous avez largement eu le temps, vous avez eu la moitié d'un mandat pour agir. Oui, vous savez... Donc moi, je vous remercie de reconnaître votre inaction sur le sujet, Oui, mais je trouve ça quand même un petit peu grave. Mais vous savez, il y a eu des actions sur autre chose. On va avoir l'occasion d'en parler ensemble. Moi, On va laisser la parole à je Didier voudrais Maillet. faire deux propositions concrètes. La première, je pense qu'il faut travailler avec l'Office départemental HLM sur des solutions d'hébergement d'urgence. On voit bien qu'il y a là de réels problèmes. Ensuite, je propose que l'on ait un observatoire départemental de l'égalité. Nous en avons plus, non pas pour se contenter d'observer, mais cela permettrait, cela permettrait de coordonner les actions de protection et d'accompagnement des victimes. Et si tu n'as pas d'observatoire en amont, ça ne peut pas se faire. Alors le département... Il faudrait juste aussi avoir plus de liens avec nos UTPAS qui sont en lien direct avec les familles qui peuvent relever ces situations. Le département s'occupe aussi des PMI. Plusieurs ont fermé dans les maternités sur le dernier mandat. Que faites-vous si vous avez la majorité, Didier Maillet ? Écoutez, on va remettre ces PMI en œuvre. C'est quand même un paradoxe, alors que l'on voit qu'il y a de plus en plus de problèmes d'accompagnement au niveau infantile, de retirer ces PMI. Joshua Hussard ? Concernant les PMI, et d'ailleurs concernant un peu tout ce qui concerne le social, le département a été beaucoup absent ces dernières années. Concernant les PMI, effectivement, il faut les financer, il faut créer de nouvelles structures. Et je rejoins également les questions sur la protection des femmes victimes de violences conjugales. De nouvelles structures sont nécessaires, des structures d'urgence permettant un accueil rapidement. En ce qui concerne le social, il y a une priorité également dans ce département, c'est notamment les personnes en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap et notamment les aidants familiaux. Les aidants familiaux, vous savez, c'est ces personnes, des parents, des frères, des sœurs, des enfants quelquefois, qui consacrent tout leur temps, toute leur vie, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à pouvoir aider leurs proches dans une situation difficile et qui arrivent quelquefois à un niveau de fatigue difficilement assimilable. Nous proposons, nous, la création de centres de répit pour ces aidants familiaux, des centres de répit à la demi-journée, à la journée, pour pouvoir souffler, pour quelquefois juste pouvoir se soigner et aller voir un médecin, ou à la semaine, avec l'assurance que le proche soit pris en charge en de bonnes conditions. Charles Beauchamp, sur le handicap. Sur le handicap, 10% de la population de ce département, 10% de cette population de nordistes est concernée par un dossier à la MDPH. C'est lourd, c'est la plus grosse MDPH de France. Pour y répondre, 200 salariés, dont beaucoup sont sous statut d'emploi précaire. Donc nous devons redéfinir plusieurs choses. Un meilleur accompagnement par davantage de personnel. Et puis quand même, pour joindre la MDPH aujourd'hui, c'est le parcours du combattant pour celles et ceux qui veulent le faire. Donc nous devons décentraliser les réponses à apporter à ces gens. Il y a un véritable travail. Mais cette problématique de personnel rejoint l'ensemble des services, puisque nous avons assisté ces dernières années à une suppression d'un nombre de postes assez important qui ont eu pour conséquence une diminution du niveau de réponse attendu par les nordistes. Alors c'est une des grandes actions du département du Nord ces dernières années. Donc une autre compétence du département, le conditionnement du RSA. Jean-René Le Serre a réussi à faire baisser le nombre de bénéficiaires grâce à des contrats, notamment l'obligation d'inscription à Pôle emploi. Est-ce que vous maintiendrez ce dispositif ? Est-ce que vous irez plus loin ? Oui, bien sûr. Attendez, aujourd'hui on est en train de faire l'inventaire là, de ce qu'il faut faire. Mais on n'est pas en train de dire avec quels moyens on les fait. Nous, dans notre mandat, on n'a pas dépensé l'argent qu'on n'avait pas. Quand on est arrivé aux affaires, il y avait dans le budget 11 mois de RSA et non pas 12. Il y avait 13 ans d'endettement de ce département du Nord. Il y avait 300 millions qui n'étaient pas payés. Donc moi, je veux bien qu'on dise tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, tout le monde va faire sa liste de courses, mais demain, il va falloir les payer. Donc nous, on va les payer. Parce que nous, aujourd'hui, s'il vous plaît, on est à jour et nous sommes à 5 années d'endettement de ce département, de désendettement de ce département. Alors quand on parle du RSA, quand on est arrivé, 45 000 personnes n'étaient pas suivies. Donc pas d'insertion et ils ne sont pas à Pôle emploi non plus. On a souhaité, avec le président Le Serre, qu'elles soient inscrites à Pôle emploi. On n'a rien fait de mal là quand même.
C'est tout à fait normal. Si elles sont c'est leur donner la dignité de trouver un emploi. Donc aujourd'hui, elles sont inscrites à Pôle emploi, elles peuvent toucher le RSA. Nous ne sommes pas des vilains. Celui qui restera au RSA toute sa vie parce qu'il ne pourra pas travailler, on paiera le RSA. Celui qui peut travailler, il faut lui donner sa chance. Mais vous savez, les nordistes, ils ont compris ça. Hein, et aujourd'hui, ils sont heureux. On était à 116 000 personnes au RSA quand on est arrivé. On est à 100 947. Et dans une situation difficile au niveau de la pandémie, et nous sommes le meilleur département de France d'avoir contenu le RSA. On va laisser répondre Oui, Didier Magnier. Sur cette question du RSA, tout d'abord, on connaît la polémique initiale. Le problème du RSA au niveau financier, c'est la mauvaise compensation de par l'État. Et donc, c'est ce qui s'est produit et c'est ce qui se produit encore. Monsieur Poiret a essayé d'illustrer tout à l'heure son propos liminaire à travers les maisons départementales de l'insertion et de l'emploi. Il y en a 7. Et donc, il y en a encore plus demain. Et donc, sur ce sujet, je pense qu'il faut être très modeste parce qu'on sait très bien que lorsque le contexte national est positif, eh bien, heureusement, il y a moins de chômeurs et moins d'allocataires du RSA. Par contre, lorsque c'est plus difficile, ça n'est pas la même chose. Et je me suis amusé à comparer, comme je le fais de temps à autre, le Nord et le Pas-de-Calais sur les sorties à l'emploi. Et donc, Monsieur Poiret, vous avez 2707 sorties en emploi et formation en 2020. Le Pas-de-Calais en a 6397. Les 116 000 arrivés à 100 947, Monsieur pour Poiret, vous, ça fait... Monsieur Poiret, ce sont des chiffres. Sur les chiffres, mais on va parler des propositions. C'est logique. C'est la réalité, Monsieur Poiret. Sur le RSA, Cathy Wildstecker. Aussi, je voudrais un mot. On va Monsieur laisser parler Beauchamp. Cathy Wildstecker, je vous donnerai la Merci, parole Monsieur après. Beauchamp. Sur le RSA. Laissez parler, la gauche peut parler entièrement. D'abord, je suis content de voir que M. Poiret souhaite faire des économies. Il en fait pour construire un hôtel. Je pilote. Excusez-moi, je ne fais pas des économies. S'il vous plaît, monsieur, vous avez longuement parlé. Pour construire un hôtel département hors de prix et du coup, pour couper les aides sociales, ce n'est pas évidemment notre position, nous les écologistes. Aujourd'hui, on a des chiffres sur le RSA que notamment mon opposante à Tourcoing 2, Doriane Bécu, vice-présidente à l'assertion, présente avec beaucoup de fierté de baisse du nombre d'allocataires. Elle est excellente, cette fille. La réalité, c'est que tout le monde se demande quand même un petit peu comment ces chiffres partiels qui arrivent là juste avant les élections, comment on peut les expliquer? Une baisse en pleine période de crise sanitaire. Eh bien, la réponse, on la connaît, on le sait, ça a été dénoncé maintes fois. Des sanctions, des menaces, des radiations abusives. C'est ça, aujourd'hui, l'accompagnement dont M. Poiret parle. C'est prendre des gens qui sont déjà dans la misère, leur mettre une pression énorme, au point que certains se sentent tellement stigmatisés qu'ils ne font plus de démarches pour obtenir le RSA. Eh bien, nous allons rétablir la bienveillance et la confiance envers les allocataires des RSA et les accompagner. Sur le RSA, simplement, les chiffres sont avancés de diminution. Ce que nous souhaiterions savoir, c'est le retour à l'emploi. Qu'en est-il exactement? De quel contrat s'agit-il? Si effectivement ce sont des CDI, des CDD, on ne sait pas. On ne sait pas. Vos propositions, vous revenez en arrière, vous supprimez donc les contrats qui ont été mis en place par cette majorité? Les propositions, c'est de repartir, évidemment, parce que quand on parle de RSA, il faut parler formation. Parler formation, c'est parler cursus scolaire. Quand on parle de RSA, c'est parler économie. Quand on parle d'économie, ça signifie l'emploi. Aujourd'hui, la situation de l'emploi, elle n'est pas quand même brillante dans ce pays. Ça nécessite pour beaucoup de gens qui sont allocataires du RSA des formations. Ça nécessite aussi un accompagnement. Ce n'est pas directement une compétence du département, ça. C'est plutôt la région, la formation. Justement, on doit avoir des conventions entre la région et le département pour regarder vers quoi on peut orienter les allocataires. Avant que je vous redonne la parole. Attendez, moi je voudrais savoir si demain, vous n'allez pas demander aux personnes qui sont au RSA d'être inscrites à Pôle emploi. Dites-le aux nordistes. Mais pourquoi ils n'y seraient pas? Non, vous ne l'avez pas fait pendant ces années. Il y en avait 45 000 quand on est arrivé. Donc c'est quand même important ça. Et aujourd'hui, quand on parle de CDD, un CDD, c'est mieux qu'être au RSA. Oui. Un contrat d'apprentissage, c'est mieux qu'être au RSA. Sauf quand c'est un contrat de 2 ou 3 jours un ou une intérim, semaine. C'est mieux qu'être au RSA. On gagne sa vie, on se lève le matin, on a la dignité de gagner sa vie. Moi, je reviens sur le RSA, les sanctions que
Monsieur Le Cerf et la droite ont pu mettre sur certains bénéficiaires. En 2017, certaines personnes, pour non-inscription justement à Pôle emploi, perdaient 250 € sur le RSA. 250 € sur un foyer, sur une année, c'est 3 000 € de perdus. Voilà, sur des personnes qui sont déjà dans la difficulté et le besoin. Il faut revenir aussi sur l'accompagnement. Ces personnes-là au RSA ont certaines difficultés au sein même du foyer et de la famille. C'est l'environnement global que l'on doit prendre en compte pour amener les gens sur le chemin du travail et de l'emploi. Attendez, moi je voudrais revenir sur les sanctions. Rapidement. Alors, très Rapidement. allez-y. Est-ce que vous êtes distributeur automatique de billets, c'est-à-dire qu'on ne demande aucun compte à personne, on s'inscrit sur le RSA, on s'inscrit au RSA et on touche. Arrive un moment si la personne ne sait pas inscrire Pôle emploi, pourquoi on ne sait pas? Les allocataires. Calmez un petit peu, s'il vous plaît. Chacun s'écoute. Joshua Hochar, vous n'avez pas Votre pris argumentation la parole depuis le début et jusqu'à la fin de ce débat, ça sera l'aspect finance. Pour l'aspect finance, j'insiste, vous n'avez pas activé les bons leviers. Le gouvernement, vous dites qu'il ne compense pas suffisamment le RSA, mais le gouvernement, c'est vos amis. C'est M. Magnier qui l'a dit. Oui, monsieur Magnier le dit, je suis d'accord avec ça. Mais le gouvernement, c'est vos amis. C'est M. Magnier. À Saint-Lenoble, précisément. à Saint-Lenoble, un canton que vous connaissez bien, où là, vous vous alliez avec la République En Marche. À Tourcoing, vous ne mettez pas de candidat contre la République En Marche. Donc le gouvernement, monsieur Poiré, c'est vos amis, donc la compensation, elle doit pouvoir arriver. Et je reviens sur le cas des mineurs migrants, encore une fois, non accompagnés, souvent non mineurs. Et ça, c'est le rapport du Sénat 2017 qui le dit. Sur le département du Nord, il y a 20 millions d'euros d'économies, 20 millions d'euros jetés par les fenêtres. J'insiste, 60%, selon le rapport du Sénat 2017, ne sont pas mineurs. Vous les laissez mourir ou quoi? Mais monsieur Le Cerf, en 2017, était d'accord avec nous. Il a dit juste après les élections qu'il était d'accord avec Marine Le Pen. Je souhaite dire 2 mots. Tout d'abord, rappeler ce qu'est la réalité d'un allocataire du RSA. C'est 565,35 €. C'est ça la réalité. Donc, avec ça, on peut faire énormément de choses et on voit ce qu'il en est. Sur les MNA, tout de même, Et ce sera vraiment le mot de la fin sur les faut pas MNA. dire tout et n'importe quoi. Les MNA dans le Nord, ça a été dit, c'est 800 personnes. Mettez ça à côté de la protection de l'enfance. C'est 20 000 jeunes dans le Nord, dont 10 000 placés. Et donc, 800 d'un côté, 20 000 de l'autre. On est bien d'accord, on ne va pas parler de ces chiffres tout au long de l'émission. Je pense que les électeurs ont d'autres sujets de préoccupation et notamment un des enjeux pour demain, c'est le vieillissement de la population. Et ça, c'est une compétence directe du département. Beaucoup souhaitent le maintien à domicile. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour y parvenir? L'argent ou les compétences, Christian Poiré? Il faut changer le logiciel. Le logiciel a déjà été changé pendant le mandat. Nous sommes dans le logement inclusif. Il faut permettre aux personnes âgées de rester dans leur logement ou d'être à plusieurs dans un logement et non pas dans un EHPAD. On sait que la durée de vie dans un EHPAD est entre 18 mois et 2 ans. Donc, c'est là qu'on a changé de logiciel. Après, on apporte les aides. On fait exactement ce qu'il faut au niveau de l'APA. Je vous signale quand même que l'APA en 2015 était de 190 millions dans le département du Nord et on est en 2020 à 245 millions au niveau de l'APA. Donc on est à côté des personnes âgées, mais il faut changer et leur permettre de vivre ensemble. Didier Magnier, sur le grand âge, vos propositions? Écoutez, on est tous d'accord pour dire que les gens veulent rester chez eux le plus longtemps possible. Donc il faut créer ces conditions pour qu'elles puissent rester chez elles le plus longtemps possible. Tout à l'heure, on évoquait les aidants familiaux, déjà en finançant les aidants familiaux, et également en essayant de renforcer des réseaux d'autonomie pour prévenir les situations critiques. C'est quelque chose d'important. Et également, il faut, mais ça a été évoqué, faciliter le quotidien du proche aidant et mieux accompagner les métiers du grand âge. C'est quelque chose d'important. Et donc, c'est pour ça que nous proposons concrètement dans notre programme un site qui s'appellerait J'aide un proche 59 et où il pourrait y avoir une interactivité parce que ce qui est important, c'est de pouvoir agir rapidement. Le département a les moyens de faire tout ça? Le département a les moyens de faire cela. Et c'est une question de choix politique et de volonté politique. Alors, on va passer maintenant à l'aménagement du territoire. Alors, en un mot. Pour revenir dessus aussi, je crois que je ferai plaisir aussi à mon voisin, ou mettre en place des appels à projets pour lutter contre l'isolement des seniors. C'est très important. Nos centres sociaux sont en capacité de travailler avec du public qui pourront aller voir nos seniors directement à la maison. Et mieux flécher la collaboration avec les associations agrémentées services civiques. On a des jeunes qui sont en capacité justement de pouvoir aider nos seniors en autonomie et aller directement chez eux. Et on travaille en même temps l'intergénérationnalité.
Je ne suis pas intervenue ni sur le handicap, ni sur les personnes âgées. Si je peux me permettre un petit mot sur la jeunesse, puisque personne ne l'a abordé. Nous proposerons, vous le savez, une expérimentation du revenu d'existence pour les jeunes de 18 à 25 ans. C'est quelque chose qu'on doit mettre en place avec les régions, avec l'État. Le département doit porter ce plaidoyer parce qu'aujourd'hui, les 18-25 ans, ils n'ont rien, ils sont à la charge de leurs parents. Et ça va faciliter la vie des familles, évidemment. Pas plus tard que lors de l'ancienne séance plénière, on a fait cette proposition et l'actuelle majorité l'a rejetée. Et on arrête sur ce sujet, si vous voulez bien. Nous allons passer à l'aménagement du territoire, qui est aussi une compétence du département. Comment vous pouvez aider les territoires les plus ruraux à être plus attractifs? Comment redonner notamment des services publics? Moi, j'aurais une question à poser dans ce débat, si vous voulez bien, juste avant de répondre à votre question. Le canal Seine-Nord-Europe, tout le monde n'est pas d'accord entre les écologistes qui disent qu'il faut le remettre à plat. On est reparti pour 10 ans. Les socialistes et communistes qui sont plutôt pour. Je ne sais pas si vous êtes pour ou pas pour au niveau de l'EFI. Donc, ça serait bien d'éclaircir aujourd'hui le canal Seine-Nord. Attendez, c'est 260 millions que nous mettons au département sur la table. Oui, non, mais c'est intéressant, parce que c'est bien d'être sur les mêmes listes. C'est bien d'être demain dans l'hémicycle, l'un à côté de l'autre. Mais quand on va demain voter et on va devoir payer au niveau du budget les 260 millions... Monsieur Poiret, la remise à plat du projet Canal Seine-Nord qu'on défend au régional, mais visiblement, aujourd'hui, vous confondez votre rôle de président d'Aglo, votre rôle de président d'Aglo, votre rôle... Mais non, mais les écologistes sont pareils. Dites-moi, ils ne sont pas les mêmes si vous voulez bien à la région et au département? Si vous voulez bien me laisser terminer. Je vous laisse terminer. Il y a un accord, vous avez raison, pour remettre à plat ce projet, et notamment de dire que les départements n'ont pas à financer ce projet. C'est l'État qui doit jouer son rôle. Donc et en remettant en plat le projet, on le rend, on baisse le coût. C'est important, c'est cohérent. Ça veut dire que si les écologistes... En quoi c'est utile pour l'aménagement du territoire? Expliquez-nous. Les écologistes... Est-ce que vous avez des retombées concrètes? Sur le canal Seine-Nord, attendez, le nombre d'emplois que ça va apporter, les milliards qui sont mis sur la table. Nous sommes les deuxièmes financeurs, le Nord. Donc si les écologistes, avec la gauche tout entière, disent on le remet à plat, on est reparti pour 10 ans en arrière. Tout le travail qui a été fait par Xavier Bertrand, on revient à la case départ. Et on a tout faux. Les plateformes logistiques qui vont être faites, l'emploi que ça va donner dans le bassin du Nord. Attendez, c'est une incohérence totale. Vous soutenez le canal Seine-Nord. On a compris, Charles Beauchamp, sur le canal Seine-Nord? Évidemment, nous soutenons la réalisation du canal Seine-Nord, ça a été dit et redit, et nous ne sommes absolument pas solidaires des déclarations de Mme Karima Delli lorsqu'elle remettait en cause le canal Seine-Nord. Un désaccord, C'est on a compris, Joshua, votre position sur le canal Seine-Nord. Nous sommes bien évidemment pour le canal Seine-Nord, qui sera créateur d'emplois, qui sera générateur de dynamisme pour nos territoires. En matière d'aménagement du territoire, on a également la santé, qui est le parent pauvre du département du Nord. Et sur la santé, nous sommes la seule liste qui pourra avoir une cohérence, parce que visiblement ce n'est pas le cas dans la liste, il paraît, d'union de la gauche, puisque nous sommes le seul parti politique à présenter une liste au niveau des régionales, avec Sébastien Chenu, et également au niveau des 41 cantons du département du Nord. Aucune force politique n'a présenté des candidats dans l'ensemble des 41 cantons. Le département du Nord est à quelques zones qui sont sous-dotées. Quand on parle de zones sous-dotées, c'est quoi? C'est des fois, dans le Donésie notamment, 6 mois d'attente pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste. Au niveau de la région, Sébastien Chenu a fait une proposition de bus qui se déplacent dans ces zones sous-dotées avec des professionnels de santé. Au niveau du département, ce que nous proposons, c'est de financer la formation des futurs professionnels de santé, des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, des kinés, pour que l'argent ne soit pas un frein à l'engagement, en contrepartie de s'investir, une fois diplômés, dans les zones sous-dotées. Des aides à la formation, les formations sont gratuites. Des aides à la formation, mais pour le logement ou pour les à côté. Sur la santé, le canal Seine-Nord, juste une mise au point, parce que là, on a 3 personnes qui viennent de dire une contre-vérité. Vous êtes d'accord, mais vous voulez une remise à plat sur le tracé. L'annulation. Et les fonds européens, vous les attendez quand, madame? Didier Magnier, on va passer un autre sujet. Vraiment, la santé, je pense que ça intéresse beaucoup notre public. S'il vous plaît, on va parler de la santé. Didier Magnier, vos propositions pour la santé. Vous défendez un projet qui a 20 ans. Cathy Wildstecker, merci. Bon, sur la santé, nous pensons qu'il faut construire des solidarités nouvelles pour accompagner évidemment les nouvelles générations. Et c'est pour ça que vous verrez que dans notre programme, concrètement, on propose de créer des places d'accueil pour la petite enfance, se mobiliser pour la détection précoce des troubles autistiques, renforcer notre réseau d'autonomie pour prévenir les situations critiques. On propose également de salarier de jeunes médecins pour qu'ils puissent travailler par rapport à la désertification médicale. On n'avait pas formé. Comment ? Il y en a plus, on n'avait pas formé dans les gouvernements précédents.
notamment dans les gouvernements que vous représentez aujourd'hui, le Parti socialiste, le numerus clausus pour les médecins n'a jamais augmenté. Donc comment voulez-vous salarier des médecins si il n'y en a plus aujourd'hui ? Charles Beauchamp, c'est une de vos priorités, la santé, vous disiez ? La santé, c'est une priorité. D'ailleurs, je l'ai dit en introduction à cette émission. Effectivement, nous avons un programme qui reprend une première priorité, c'est agir pour la santé. Ça signifie effectivement travailler à lutter contre les zones de désertification médicale. Comment concrètement ? Comment ? Alors, les centres intercommunaux et communaux de santé doivent voir le jour. Ça doit se faire en concertation avec l'ARS, avec les collectivités, les groupements de collectivités et avec la profession médicale, la profession soignante. C'est indispensable aujourd'hui. Sinon, dans quelques années, des territoires entiers n'auront plus de médecins généralistes. Rapidement, Christian Poiré. Oui, simplement vous dire que la majorité actuelle a mis en place des financements de maisons de santé, chose qui n'existait pas avant qu'on arrive. Attendez, il n'y avait aucune maison de santé, il faut aller jusqu'au bout. Il faut faire la différence entre la maison de santé et le centre de santé. Il y a La les maison deux de choses. santé, c'est que la collectivité n'embauche pas les médecins, elle propose aux médecins, elle les accueille. salariés. Un centre de santé, le médecin est salarié. Et c'est cette option-là que nous prenons. Attendez, je n'ai pas terminé. On a financé les maisons de santé pour que, dans le milieu rural, entre autres, les médecins puissent y venir. Donc, ce n'est pas neutre du tout. Et la prévention également de la santé, nous avons besoin encore de la développer. Les préventions sur les différents cancers. Je pense qu'il faut aller plus loin. Et c'est une proposition forte de ma part, ça également. Et c'est une question de santé environnementale. Or, on le sait très bien, la santé environnementale est le parent pauvre des politiques que vous menez. D'ailleurs, les politiques de santé, vous en menez pas Alors dites-nous beaucoup. sur l'écologie. Les mauvais indicateurs de santé, de handicap, ils sont liés à ça. La pollution, les perturbateurs endocriniens, c'est ça qui abîme la santé des nordistes. Alors évidemment, nous, on veut arrêter les grands projets d'artificialisation des sols, le tout-voiture, le manque d'investissement pour la renaturation. C'est seulement aujourd'hui 0,47 centimes par personne et par an. C'est rien du tout. Et on a besoin, vous le savez, les maladies liées à la pollution, liées à la malbouffe, parce qu'on n'a pas assez d'agriculture biologique. Alors déjà, sur l'agriculture biologique, par exemple, pour le bien manger, c'est important. Nous n'avons pas assez de terres agricoles aujourd'hui pour nourrir l'ensemble des nordistes, l'ensemble de notre population. Il va falloir accompagner les agriculteurs, les accompagner vers une agriculture biologique et locale. C'est bon pour la santé de tous, mais c'est bon aussi pour la leur. Ils sont les premières victimes des mauvais produits qui sont parfois utilisés. Et puis, il faut revaloriser leur travail, et notamment les rémunérer pour le travail d'entretien qu'ils font des haies et des mares. C'est hyper important, et ça, c'est du concret. Du côté des agriculteurs, c'est notre cas. Alors, votre projet, une proposition à mettre en avant, peut-être. Attendez, au niveau de Nord Durable, au niveau des espaces naturels sensibles, nous avons développé nos achats. Si je parle des circuits courts, nous sommes très présents. Nous avons 173 collèges sur 202 qui travaillent en circuit court parce que le personnel le fait, les chefs de cuisine y travaillent. On n'a pas entendu de l'écologie pour faire de l'écologie. On change le parc de voitures pour passer en électrique au lieu d'être en carburant. Attendez, on n'a pas entendu l'écologie. L'écologie, vous avez deux solutions. Vous en parlez, vous en faites. Nous, on a fait le choix, on en fait. Vous n'en faites absolument pas. Et d'ailleurs, vous êtes pointé en permanence. Pointé par vous seulement. Mais on va laisser parler déjà pas la qui est en retard. S'il vous plaît, vous avez tous les deux parlé sur la santé et l'écologie. Allez-y. Budgétaire là-dessus comme sur le reste. Sur la santé, il faut voir aussi le rôle de chacun au niveau de la santé. Je pense que les mairies, aujourd'hui, nos communes ont un rôle de sensibilisation. Le département devrait avoir un rôle de prévention, quand la région a un rôle d'action sur la santé. Voilà, on doit avoir cette coordination-là pour pouvoir agir. Je suis d'accord sur les maisons de santé, il faut surtout les développer. Et médecins salariés, avec des médecins salariés. Surtout pour... il faut mettre en lien... Sur l'écologie ? Il faut mettre en lien les difficultés de chaque territoire. Je pense que les problèmes de santé, des fois, sont différents selon le canton. Donc il faut savoir cibler. Et encore une fois, il faut toujours s'appuyer sur les acteurs de terrain, donc sur nos infirmiers, nos UTPS, nos médecins, pour vraiment développer les objectifs avec les capacités pour pouvoir agir au sein de la santé. Rapidement, une réforme sur l'écologie ? Sur l'écologie, voilà, on revient aussi, nous aussi, sur les cantines bio, on revient aussi sur les circuits courts. Aujourd'hui, vous dites qu'il y a des circuits courts, excusez-moi, j'ai une enfant de 12 ans, les pas en circuit court. Ces compétences régionales. On va laisser la parole, chacun doit pouvoir s'exprimer. Joshua Heuchard, sur l'environnement, s'il vous plaît, Cathy Wildstecker. Sur l'écologie, effectivement, nous avons des propositions. Le département du Nord a mis en place, et il faut le reconnaître, dans les collèges, une partie de circuits courts. Je pense que nous pouvons aller plus loin dans ces circuits courts, et notamment également développer
retrouver l'écologie, puisque 50% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à l'importation dans les marchés publics. Vous savez, dans les marchés publics, il y a trois critères, le prix, la qualité et le respect social et économique. Nous proposons d'inclure des critères écologiques dans ces marchés publics. Nous voulons faire en fait une écologie de bon sens. Pas comme à Bordeaux où les écologistes considèrent les sapins de Noël comme des arbres morts, ou encore comme à Vincennes où on ne veut pas voter une subvention pour un yacht club, qui, je le rappelle quand même, un yacht club, c'est des bateaux à voile qui fonctionnent avec le vent. Voilà, nous voulons une écologie de bon sens, pas une écologie punitive. Madame nous parle d'un circuit sans voiture. Comment font les jeunes pour aller bosser en usine à 6h du matin sans voiture? Nous allons même plus loin. Nous proposons une aide pour les jeunes, pour qui le coût du permis de conduire représente 1 200 à 1 300 €, pour qu'ils puissent financer ce permis de conduire, le département finance le permis de conduire à 70% contre des heures de bénévolat dans nos associations qui connaissent une véritable crise. Charles Beauchamp, vos propositions en matière environnementale? En matière environnementale, c'est l'aménagement durable du territoire. Nous avons aussi des possibilités d'accompagner les communes, les collectivités, à travers les constructions, pour avoir des constructions qui répondent aux normes environnementales, c'est une chose. Et une deuxième chose importante, notamment dans ce territoire, c'est la protection et la préservation de l'eau. Parce que nous avons aujourd'hui, et nous aurons des problématiques d'eau dans les années à venir, nous en avons déjà, il faut anticiper, il faut prévoir. L'aménagement... Permanente. Donc quand j'entends M. Poiret dire qu'ils font déjà tout pour l'écologie, on voit bien que ce n'est pas le cas. On le voit bien que ce n'est pas le cas. Et merci M. Beauchamp d'avoir abordé ce sujet. Sur l'écologie, tout de même, parce qu'on a l'impression que c'est devenu un sujet à la mode. Oui. Moi, j'ai quand même noté que en 2015, nous avions créé une mission Agenda 21. On avait avancé sur un certain nombre de sujets, y compris entre 2011 et 2014, on avait enregistré une baisse de 15% des émissions à effet de gaz à effet de serre. Ça veut dire que nous avions déjà agi. Le problème, c'est que quand la majorité est arrivée en 2015, elle a tout laissé tomber. Non, et là, depuis quelques mois, il y a un réveil comme par hasard. Vous étiez au nombre de photocopies qu'il fallait diminuer dans ce département du Nord. C'était l'agenda 21 du département. C'est faux. On va clôturer ce débat sur la politique environnementale pour passer à une autre thématique, puisque les services de secours, les pompiers ont eu des coupes budgétaires ces dernières années. Les soldats du feu sont descendus plusieurs fois dans la rue sous votre mandat. La dernière revendication, un manque d'anticipation des recrutements. Est-ce que vous maintenez votre programme sur les SDIS? Quelle est la ligne? Attendez, il n'y a pas eu de coupe budgétaire. Vous écoutez les syndicats, là, uniquement. Donc, il y a des coupes budgétaires. Et vous avez mis en grève les 3 quarts du mandat. Vous permettez Oui, vous les avez quand même mis en grève les 3 quarts du mandat. On vient de gérer pendant les 6 ans. D'accord? En 2015, c'était 276 millions au niveau du SDIS. En 2021, c'est 298 millions. Je n'ai pas vu de coupe budgétaire. L'investissement, c'était 67 millions en 2015. On est à 84 millions d'euros. Il y a la prime de feu qui arrive en plus. Et vous avez 2146 pompiers aujourd'hui, professionnels. Nous sommes revenus au-dessus du nombre. Pourquoi ils sont descendus dans la rue? Parce que c'est toujours plus. Et attendez, quand on arrive à des élections, c'est le moment où il faut remonter encore. C'était en 2015 déjà. C'était en 2015. S'il vous plaît, décidément, la majorité actuelle a des difficultés avec le SDIS. Moi, je me rappelle que Jean-René Lecerf a commencé le mandat à leur sujet avec l'armée mexicaine, et on termine ce mandat avec le nouveau président du SDIS qui parle de grève de confort. Le fait est, c'est que sur le SDIS, et les chiffres sont têtus, il y a eu une diminution des effectifs, puisque sur 4 ans, sur les 4 premières années, il n'y a pas eu de recrutement. Et c'est tardivement, comme pour les collaborateurs du département, vous vous êtes réveillés en disant, au fait, il y a tellement de retard, qu'il faut se réveiller. Mais le problème, c'est quand on se réveille. Le problème, quand on se réveille, c'est qu'il faut 6 mois de formation pour former un pompier. Et ce que je souhaiterais dire également, c'est qu'au-delà des chiffres, parce que vous avancez toujours des chiffres, mais les sapeurs-pompiers, ce sont des gens qui aujourd'hui ont un mal-vivre. Et ça, il faut le savoir. Et c'est pour ça qu'ils manifestent. C'est pas tant pour l'argent que le mal-vivre, parce qu'ils sont victimes de violences et ils sont maltraités par les effectifs actuels. C'est ça le mal-vivre. Et il faut le reconnaître. Absolument pas. Sur les pompiers, c'est facile. Aujourd'hui, je pense qu'il est... Pour en avoir discuté avec eux, il nous manque une centaine de pompiers pros sur le département pour pouvoir agir. Voilà, c'est tout simple. Déjà, allez, vous êtes au-dessus aujourd'hui pour avoir des... Est-ce que je peux m'exprimer, s'il vous plaît? Voilà, je vous ai toujours écouté poliment. Au début je vous demande de m'écouter. Rapidement, allez-y. Pardon, je continue, s'il vous plaît. La caserne de Douchy-les-Mines, elle est assez symptomatique. La caserne de... Il manque une centaine de pompiers. Concluez. On laisse conclure, monsieur Tchapsky. Valoriser. On laisse conclure, monsieur Tchapsky, s'il vous plaît. S'il vous plaît,
chacun s'écoute, c'est le jeu démocratique. S'il vous plaît, Cathy Wildstecker. C'est ça qui écœure nos électeurs, c'est qu'on ne s'écoute plus. On peut avoir des idées, voilà, pas les mêmes idées ou quoi, mais à un moment, il faut savoir s'écouter. Depuis tout à l'heure, je vous écoute. Dès que je prends un peu la parole, vous voulez couper. Je reviens, voilà, il nous faut 100 pompiers. Il faut revaloriser aussi nos sapeurs-pompiers volontaires, souvent écœurés au bout de 5 ans, car on les prend pour des bouches-trous. D'accord ? Ce sont des renforts des pompiers pros. Quand les pompiers pros voient les volontaires arriver, ils sont heureux de les voir arriver. Mais si on les écœure aujourd'hui en les plaçant à droite, à gauche sur des bouches-trous ou sur des gardes qui n'ont pas nécessité à être là-bas, c'est logique qu'on les perd. Et on perd un dernier mot pour Joshua Auchard. Je surveille les temps. Un constat et 2 propositions pour les pompiers. La caserne de Douchy, elle est symptomatique. Le département du Nord a voulu supprimer, il a reporté après les élections comme par hasard, un pompier de garde la nuit et le week-end. C'est énorme. Il reste à Douchy-les-Mines, si c'est acté, 6 pompiers pour 33 000 habitants. Nos propositions, effectivement, c'est un plan de recrutement. Si le budget du SDIS a augmenté, les interventions également ont augmenté. Et nous proposons également de les doter de caméras piétons individuelles pour leur sécurité. C'est la fin de cette partie. Merci Joshua Auchard. Nous allons bientôt passer à la carte blanche. Mais avant, je vous propose de regarder ce rappel sur les conditions de scrutin, s'il vous plaît. Depuis 2015, le Conseil général est devenu le Conseil départemental. Le Nord compte 41 cantons, contre 79 auparavant. Désormais, on n'élit plus un seul conseiller général, mais un binôme de conseillers départementaux, une femme, un homme, parité oblige, et un binôme mixte de remplaçants. On compte donc 82 élus au Conseil départemental du Nord. Pour être élu au premier tour, 2 conditions: obtenir plus de 50% des voix exprimées et au minimum 25% des voix de tous les inscrits. Pour passer au second tour, il faut cette fois rassembler au moins 12,5% des voix, là encore des électeurs inscrits sur les listes électorales. Si aucun des candidats ne franchit cette barre, seuls les 2 premiers sont qualifiés pour le second tour. Lequel second tour voit logiquement la victoire du candidat qui arrive en tête. Et c'est le moment de votre carte blanche. Nous vous laissons 1 minute pour conclure. Un chrono vous indiquera la fin de votre temps. Et après tirage au sort, c'est vous, Joshua Auchard, qui commencez. Allez-y. Merci. Chacun a pu ce soir exprimer ses projets pour l'ensemble des 41 cantons. Certains candidats sont venus ici en proposant une alliance de papier, parce qu'ils n'étaient même pas d'accord sur certains sujets. D'autres ont clairement annoncé leur soutien au gouvernement Macron. Nous, les 20 et 27 juin, nous proposerons avec nos élus du Rassemblement national, pour un département qui vous protège, de prendre en compte les demandes des sapeurs-pompiers. Ce soir, Christian Poiré a réitéré son mépris pour les sapeurs-pompiers, qu'ils ont d'ailleurs eu pendant les 6 années du mandat. Un département qui vous protège, donc prend soin de ses sapeurs-pompiers, un département qui vous protège, créera un bouclier pauvreté pour les personnes en situation de handicap pour compenser le faible niveau de l'allocation adulte handicapé et permettre à chaque personne de vivre dignement au-dessus du seuil de pauvreté. Nous anticiperons bien évidemment au choix de la personne les places dans les EHPAD ou alors le maintien à domicile qu'il faut favoriser pour que les personnes puissent vivre le plus longtemps possible à leur domicile. Enfin, nous prenons un département qui protège, c'est prendre soin de son environnement avec des mesures de bon sens. Le 20 juin, ne laissez pas les autres décider pour vous, allez voter. C'est fini. Je rappelle donc que dans votre canton de Denain, il y a 3 binômes en lice. C'est à vous, Julien Tchapski. Voilà, le 20 et 27 juin prochain, vous aurez à élire vos futurs conseillers départementaux. Nous sommes une liste d'union, oui, une vraie liste d'union, avec 2 travailleurs sociaux engagés, avec un travail de terrain. Je tenais à remercier aussi toutes nos équipes qui sont avec nous continuellement au porte-à-porte, où on va chercher les doléances des habitants. On se rend compte des difficultés, on en découvre de jour en jour en faisant ce porte-à-porte. Le département a un rôle important au niveau de l'humain, que ce soit au niveau avec les pompiers, que ce soit avec l'aide sociale à l'enfance, le handicap, les personnes âgées. Il faut revenir sur le handicap où les démarches administratives des fois sont très très longues et très très lourdes. Je prends l'exemple de parents autistes qui m'ont donné leur témoignage. Je m'excuse de ne pas l'avoir pu présenter aujourd'hui. Donc voilà, le 20 et 27 juin prochain, votez pour des élus qui seront vraiment consacrés à leur mandat de conseiller départemental. Et je rappelle donc que dans votre canton de Marly, vous êtes 3 binômes en lice. C'est à vous, Charles Beauchamp, 1 minute. L'enjeu des élections départementales, c'est de redonner aux nordistes un département plus proche d'eux, plus solidaire, pour conjuguer l'humain d'abord. C'est aussi renforcer les services publics départementaux pour mieux accompagner les nordistes dans leur démarche d'APA, de MDPH, pour l'enfance, la famille, les collégiens. C'est bien évidemment renforcer ces services publics départementaux par un personnel
qui puissent s'exprimer professionnellement, sans contrainte, qui ne souffrent plus au travail comme ils souffrent aujourd'hui. Donc ça signifie pour nous de redonner force et vigueur aux services départementaux. Ça signifie, le 20 juin, de voter pour un département plus humain. Alors, je rappelle que dans votre canton d'Aniche, 3 binômes s'opposent. Didier Magnier, c'est à votre tour. Oui, comme nous le savons, nous avons tous été marqués par la crise sanitaire. Elle a bouleversé nos quotidiens et elle nous a privés d'un certain nombre de nos libertés. Et parmi ces libertés, il y a la liberté d'aller voter. Et c'est quelque chose d'important. Donc, vous avez cette possibilité, dès le 20 juin, allez voter pour le Rassemblement de la gauche et de l'écologie, avec les candidats de Nord en commun. Candidats de Nord en commun dont vous savez qu'ils ont un projet pour vous, proche de vous, et pour vos territoires. D'ailleurs, nous sommes les seuls à avoir un projet avec 150 propositions détaillées, 9 grandes priorités. Voilà, face à la crise, ce que nous souhaitons, c'est rassembler les nordistes et construire un avenir plus serein pour toutes les générations. Merci. Alors, dans votre canton de Villeneuve-d'Ascq, il y a donc 6 binômes qui sont candidats. Christian Poiret, c'est votre tour. Merci. Nous souhaitons poursuivre le travail que nous avons réalisé pendant ces 6 ans qui viennent de se passer. Nous souhaitons agir pour l'emploi. Nous souhaitons continuer à protéger les nordistes par nos nouvelles politiques, aménager le territoire. Nous avons fait énormément de travaux, que ce soit sur les contournements, que ce soit dans les collèges, que ce soit également dans le domaine de la santé. Nord durable est important pour nous également et nous devons le développer. Nous sommes fiers du bilan que nous avons réalisé. Nous avons assaini les comptes de ce département du Nord qui était à la dérive. Nous souhaitons poursuivre. Nous ne dépenserons pas l'argent que nous n'avons pas. Et bon, je regrette simplement que le Front National soit vraiment contre le MNA parce que, je veux dire, on doit assister. Et quand on parle de protéger tout le monde sur ce département. Et puis, je veux dire, bon, Nord en commun, je suis d'accord. Programme commun, j'ai vu que ce soir, ce n'était pas un programme commun. Je rappelle que dans votre canton de Douai, il y a 4 binômes en lice. Cathy Wühlstöcker, vous avez la conclusion suite à notre tirage au sort. Allez-y. Merci. Vous l'avez vu, la droite aujourd'hui n'a parlé qu'en ligne budgétaire. C'est la politique de la calculette plutôt que la politique du cœur. C'est triste alors que les départements s'occupent de l'assistance aux personnes les plus défavorisées, les personnes qu'il faut aider. Le Nord est en état d'urgence environnementale et sociale. Et la crise du Covid nous a montré que nous devons renforcer les solidarités. Et on a un besoin de changer de système pour protéger le climat, la nature, la santé, pour protéger en fait l'ensemble des nordistes. Nous avons besoin de ces solidarités entre les territoires et les générations. Avec des réponses concrètes et proches du terrain, nous avons un projet. ELV propose un projet fédérateur qui donne un avenir à notre département du Nord, un avenir de transition écologique et sociale. Les 20 et 27 juin, dans vos territoires, je vous appelle à voter pour les candidats et les candidates écologistes. Le temps est venu de construire ensemble le monde de demain, pour le climat, pour les solidarités. Et je rappelle donc que dans votre canton de Tourcoing 2, vous êtes 3 binômes à s'affronter. Merci à tous d'être venus débattre. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. Je rappelle que les scrutins pour ces élections départementales auront lieu les 20 et 27 juin prochains, en même temps que le scrutin des régionales. Alors l'un des enjeux, évidemment, ce sera l'abstention. En 2015, elle était déjà de 54%, mais les premières estimations laissent penser qu'elle pourrait être plus importante encore cette année. Alors reste à savoir à qui cela profitera. Rendez-vous dès le soir du 20 juin sur notre antenne pour connaître les premiers résultats, les premières estimations. France 3 organise une soirée spéciale. Je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain et vous souhaite une très belle fin de soirée.